Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, je suis seul. On va faire un micro-podcast, donc un podcast assez court, où on va discuter tout simplement de comment choisir le rep range optimal, donc le nombre de répétitions optimales sur les exercices accessoires, ou tout simplement en bodybuilding, comment choisir un rep range le plus adapté, tout simplement. Donc, première chose, on va prendre en compte la préférence de l'athlète. C'est-à-dire que c'est vraiment, à mon sens, le facteur numéro 1, ça va être quel exercice l'athlète faire. Certes, on parle de rep range ici, mais il faut quand même prendre en compte l'exercice qui va être sur lequel on va l'appliquer, parce que le rep range sera différent en fonction de chacun des exercices. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc il faut que l'athlète aime faire son exercice, il faut que le nombre de répétitions que vous allez appliquer à cet exercice lui plaise, parce que c'est sûr que s'il n'aime pas faire 25 répétitions sur un exercice, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne le fasse pas tout simplement. Et même s'il le fait, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne se donne pas à fond sur l'exercice que vous allez lui mettre, tout simplement parce que il n'aimera pas ça. Aussi simple que ça. On va ensuite parler de tension mécanique et de nombre de répétitions optimales. Donc, on sait très bien que la tension mécanique est le facteur numéro 1 d'hypertrophie, d'accord, avec qui est fortement lié à la surcharge progressive, mais également fortement lié au nombre de répétitions optimales pour prendre du muscle. Pas mal d'études ont prouvé que il y avait une hypertrophie similaire entre 5 et 30 répétitions, tant que l'intensité reste maximale sur ces répétitions-là. Bien sûr, si vous faites 5 répétitions à l'échec, ou que vous en faites 30 et que vous en reste 10 en réserve, ça ne vaudra pas la même chose du tout. Et inversement, si vous faites 30 répétitions à l'échec et que vous en faites 5 RPE5, au final, les 30 répétitions seront beaucoup plus... la tension mécanique dessus sera beaucoup plus élevée tout simplement et beaucoup plus importante, donc un facteur d'hypertrophie beaucoup plus important également. Donc, lorsqu'on va choisir le rep range d'un exercice, on va donc se fier principalement à cet intervalle de répétition là. Bien sûr, c'est pas parce que vous en faites 4 répétitions que vous ne prendrez pas de muscle, pas parce que vous faites 31 répétitions que vous prendrez pas de muscle. C'est encore une fois une fourchette dans laquelle c'est optimal. Ça veut pas dire que si vous sortez de cette fourchette, bah en fait vous prenez pas de muscle du tout. Il faut aussi apprendre à avoir une certaine capacité de réflexion par rapport à ça et savoir faire ses propres analyses aussi. Donc, quels vont être les différents facteurs, hormis ceux-ci, qui vont venir impacter le nombre de répétitions qu'on va appliquer sur un exercice. On aura le premier qui sera, est-ce que c'est un exercice qui est dit monoarticulaire ou polyarticulaire? Je pense que vous connaissez quand même la différence. Donc, un exercice d'isolation monoarticulaire, c'est un exercice qui va engendrer, par exemple, une seule articulation. Pour exemple, un curl biceps strict, où vous aurez uniquement l'articulation du coude, ou un leg extension, par exemple, où vous aurez uniquement l'articulation du genou qui va rentrer en compte, contrairement à, si on reste sur l'articulation du genou, un squat, où par exemple vous aurez pas mal d'articulations mises en jeu, la cheville, vous aurez le genou et vous aurez la hanche, principalement. Vous avez d'autres encore articulations mises en jeu, mais ce sont les trois principales. Sur ce mouvement-là, tout du moins. Donc forcément, la fatigue engendrée sur chacun de ces exercices-là, plus un exercice engrange d'articulation, généralement, plus il engendrera de fatigue. Donc ça va donc forcément, plus vous mettez également d'articulation en jeu, plus la charge que vous pouvez déployer sur ce mouvement-là sera élevée. Tout simplement parce que sur un squat, on sera toujours plus fort que sur un leg extension, ce qui est normal. Du coup, il faut choisir un rep range adapté à cette fatigue engendrée là. Est-ce que la fatigue engendrée n'est pas trop importante si on met trop peu de répétitions, parce que du coup on aura trop de charge pour atteindre un RIR souhaité, et inversement. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, le nombre de répétitions qu'on mettra sur une élévation latérale ou sur un développé militaire sera pas forcément le même. Il y a aussi la variable surcharge progressive dont on a parlé juste avant, qui est à prendre en compte. Donc le fait de pouvoir évoluer
que ce soit en termes de répétition, que ce soit en termes d'intensité, donc de répétition, que ce soit en nombre de séries, que ce soit pas mal de choses au fur et à mesure des semaines, ce qui nous permettra de progresser tout simplement. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Forcément, sur un développé militaire, vous allez probablement, encore une fois, ça dépend de pas mal de choses, de pas mal d'autres facteurs, mais comme votre max entre guillemets relatif sur l'exercice sera plus élevé que sur, prenons l'exemple du même groupe musculaire, l'élévation latérale. Si vous avez un max à 50 kg sur un développé militaire à la barre, et que vous augmentez de 2,5 kg sur une semaine, vous aurez au final augmenté seulement de 5%. D'accord ? A contrario, si vous faites des élévations latérales, que vous avez, entre guillemets, encore une fois, un max, même si on parle pas forcément de max sur des exercices accessoires comme ça, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, ça permet quand même d'avoir un point de repère. Prenez un max à 12 kg sur les exercices, sur l'élévation latérale, vous augmentez de 2 kg par bras, parce que vous n'avez pas forcément le choix tout le temps, et vous êtes obligé de suivre les haltères qu'on vous propose. Ça vous fait quand même une augmentation stratosphérique de un peu moins de 20% d'augmentation. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Parce que forcément, si vous mettez un rep range très faible, donc également très lourd, vu que l'épaule, c'est pas forcément l'articulation la plus solide du monde, si vous faites une élévation latérale correctement exécutée, et que vous mettez un nombre de répétitions assez faible, il y a potentiellement plus de chances, ça veut pas dire qu'on va se blesser, ça veut dire plus de chances de se blesser si on met beaucoup plus lourd, forcément, parce que il y a une seule articulation mise en jeu, même si le coude n'est pas mis en jeu non plus, on a le coude relativement tendu selon la manière dont on exécute son élévation latérale, donc ça peut venir également créer des inflammations à ce niveau-là, pareil au niveau des poignets, donc ça c'est à prendre en compte, mais c'est surtout que quel rep range choisir, même si je reste sur des répétitions assez hautes sur l'élévation latérale, ce qui à mon avis, à mon sens, serait le plus intelligent, entre choisir entre 8 et 12 répétitions sur l'élévation latérale ou choisir entre 8 et 15 répétitions, voire 20 répétitions, il y a un monde entre les deux. Parce que potentiellement, on reprend l'exemple du max, si vous faites vos élévations latérales à 8 kg en série de entre 8 et 12 répétitions, vous atteignez votre intervalle haut sur ces répétitions-là, vous serez, j'en suis quasiment sûr, pas capable d'exécuter 8 répétitions à 14 kg par main. C'est quasi impossible, dû à l'augmentation qui est immense, même si ça fait 20% par bras, c'est comme si sur un squat, vous aviez un max à 200 kg, vous augmentiez à 240 kg comme ça d'une semaine à l'autre pour faire vos séries. Il y aura un problème dessus. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va choisir ? On va essayer d'augmenter le rep range, donc c'est-à-dire pas forcément augmenter le nombre de répétitions, mais augmenter l'intervalle sur des exercices comme ça d'isolation monoarticulaire, tout simplement parce que la charge relative est moins élevée, donc le max relatif moins élevé, donc l'augmentation en pourcentage d'une semaine à l'autre peut être vraiment immense. Donc on va plutôt choisir des intervalles très hauts, donc comme je vous ai dit par exemple 8, 15, 20 reps par exemple, donc avoir peut-être une progression sur plus que 4 semaines, peut-être des fois 8, 10 semaines, on va essayer de vraiment atteindre l'intervalle haut, donc à réussir à par exemple faire les 20 répétitions à 8 kg avant de passer aux 10 kg. Peut-être que quand on passera à 10 kg, au lieu d'être à 8 répétitions, 10 répétitions, on sera peut-être à 15 directement, mais dans un sens, on aura quand même progressé, et derrière, on atteindra beaucoup plus vite, et justement, ça permet de parce qu'on peut très vite être frustré aussi, de passant de 12 à 14 kilos, parce que ça peut paraître minime, 2 kilos, mais encore une fois, il faut prendre le contexte en jeu, parce le contexte donne beaucoup d'informations sur le rep range, en fait, justement. Et on revient sur le développé militaire dont on parlait tout à l'heure. Vous avez un max relatif qui est à 50 kg, comme j'ai dit, 5%, ça reste quand même balèze d'augmentation d'une semaine à l'autre, mais ça reste quand même beaucoup moins important que 20%. Donc c'est un exercice sur lequel on peut avoir un intervalle beaucoup moins grand, et donc peut-être se fier à 4-5 répétitions d'intervalle. Donc
comme c'est un exercice sur lequel on peut mettre une charge relativement conséquente, encore une fois, ça dépend de qu'est-ce que l'athlète aime faire. Est-ce que il n'a pas des pathologies qui l'empêchent qui lui créent des douleurs sur une grosse charge et pas forcément un volume assez élevé, donc potentiellement choisir des répétitions un peu plus élevées, donc par exemple aller chercher des 8-12 répétitions ou 10-15 répétitions, ou peut-être justement s'il a pas de pathologie, il a pas de contrainte, aller chercher des nombres de répétitions beaucoup plus bas et peut-être descendre à une progression entre 5 et 8 répétitions ou 5 et 10 répétitions. En fait, il y a vraiment à la fois il y a des règles, à la fois il n'y a pas de règles, pardon, c'est-à-dire que vous pouvez faire en soi un peu n'importe quoi, mais il faut que ce soit réfléchi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une raison derrière, c'est-à-dire que je choisis tant de répétitions. Pourquoi j'ai choisi tant de répétitions ? Tout simplement parce que j'ai ces contraintes-là, donc j'ai la contrainte pathologie, j'ai la contrainte exercice monoarticulaire, polyarticulaire, j'ai la contrainte mon athlète a tant en max sur cet exercice, même si comme on a dit, on connaît pas forcément le max, mais on peut l'estimer, plus ou moins, pour avoir une relation, ou tout simplement prendre le nombre de répétitions avec lequel il fait ses séries actuellement, c'est quelque chose d'osable. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte pour déterminer le rep range, mais il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire du DOP militaire en série de 15-25 répétitions, aucun problème. Comme on peut très bien appliquer la même règle sur l'exercice d'isolation et faire un DOP militaire en allant de 5 à 15 répétitions, évolution sur plus ou moins 10-15 semaines, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va être à la préférence de l'athlète. Généralement, un athlète sur, un go muscu sur un exercice comme ça, ce qu'il a envie, c'est de charger, parce que c'est des exercices sur lesquels il peut charger. Donc on est là pour ça aussi, pour développer de la charge. Ça permettra potentiellement aussi d'augmenter plus vite, parce que si vous mettez des charges beaucoup plus élevées, potentiellement, il risque de se désentraîner un peu aussi sur des charges relativement plus hautes, donc sur des intervalles de répétitions un peu plus bas. Et donc quand il reviendra sur la charge qui sera un peu plus haute parce qu'il aura progressé sur des répétitions un peu plus élevées, il risque d'être moins fort justement parce qu'il est plus habitué à faire à se placer en étant aussi lourd. Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, mais en gros il faut prendre vraiment tout cela en compte. En parlant de placement, on parle également de stabilité. Lorsqu'on va choisir un rep range, on va parler de stabilité. On va prendre deux exercices relativement similaires et à la fois radicalement différents. On va prendre un développé couché halter et un chest press. Sur un pin loaded, donc une machine philo-guidée. Attention, il n'y a pas en soi, les deux sont de très bons exercices pour progresser musculairement parlant. Très bons exercices, tant qu'ils sont bien exécutés, bien sûr. D'après vous, quel sera l'exercice sur lequel on mettra le moins de répétitions et quel sera l'exercice sur lequel on mettra le plus de répétitions ? Généralement, quand je pose cette question à certains de mes athlètes, ils vont justement donner la réponse inverse en disant que le DOP couché halter sera l'exercice charge libre, entre guillemets, même si ça n'a pas d'importance normalement sur le choix de l'exercice. L'important sur le choix du nombre de répétitions, mais pas forcément le choix de l'exercice. Le DOP couché halter, on privilégiera généralement plus de répétitions que sur un chest press, dû au manque de stabilité, mais surtout, ce n'est pas le facteur le plus important, mais surtout le setup. Le setup est extrêmement important sur un exercice comme ça. La difficulté qu'on a à monter des haltères sur un DOP couché halter engendre énormément de fatigue et énormément d'instabilité qui peut, si on fait un nombre de répétitions trop bas, donc forcément on est obligé d'augmenter la charge, se placer avec une charge où on doit faire 3-4 répétitions, donc qui est une charge extrêmement lourde, risque en fait vous risquez plus en fait d'engendrer la fatigue et de vous brider en fait pour les reps que vous avez à faire, plutôt que ou même de vous blesser, plutôt que de performer en fait. Essayez de soulever 70 kilos par main sur des haltères, ou même vous avez un max, j'en sais rien, à 30 kilos aux haltères. Essayez de faire 27.5 ou 28 kilos, j'en sais rien, sur des push haltères, vous placez. 90% du temps, vous allez être en galère pour vous placer. Déjà que c'est très compliqué de se placer correctement sur un DOP couché haltère. Donc si en plus de ça,
on a peu de répétitions, on se met des bâtons dans les roues et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. A contrario, sur un chest press, on est stable, on a la possibilité de mettre des cales derrière la butée pour démarrer plus haut et qu'elle tombe après et qu'après on puisse descendre correctement. On pousse sur un axe prédéfini. Il y a peu de stabilité qui rentre en jeu. On a juste à pousser. Et même si on a 3 répétitions à faire, on n'a pas de placement. Le placement, c'est juste, je me glisse sur mon banc, je me place correctement comme j'ai l'habitude de faire. C'est tout. On enlève, on gagne 50% de force dessus et on peut pousser correctement, aller à l'échec. Encore une fois, comme je l'ai dit, le but c'est pas de faire 3 répétitions, c'est un exemple extrême. Mais on peut se diriger vers un intervalle de répétition entre peut-être 4, 6, 5, 8 répétitions. Ça se fait. Vous faites un top 7 sur votre chest press, je sais pas. Mais sur un DOP couche halter, personnellement, je privilégierais majoritairement, la majorité du temps, un intervalle de répétition un peu plus élevé. Commencer à peut-être 7 répétitions, 8 répétitions. Peut-être, il y a des fois où, bien sûr, je vais mettre un intervalle de répétition plus bas, parce que l'athlète me le demandera. Et qu'en soit, si l'athlète maîtrise bien son placement, il y a des manières de se placer pour limiter la fatigue, mais c'est des manières de se placer qui demandent pas mal d'expérience. Et à ce moment-là, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire programmer des 5-8 répétitions. Ou quand je veux que ça impacte positivement un bench, parce que je veux que la personne mette assez lourd sur cet exercice-là. Mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi, et si on a le choix entre les deux, et qu'on veut un exercice sur lequel charger et mettre assez peu de répétitions, je privilégierais personnellement un chest press dû à sa stabilité, sa facilité de mise en place, son setup. Musculairement, je dirais quasiment que c'est un exercice qui est supérieur au DOP couché halter, dû à ces arguments-là en fait qu'on a cités auparavant. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui rentre en jeu. Quelque chose dont j'ai pas parlé aussi, c'est l'ordre dans la séance. Donc il faut savoir que l'ordre dans la séance va avoir un impact qui reste quand même pas très important, mais il va en avoir un quand même. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a une manière de faire les choses. Vous avez des gens qui vont commencer par des exercices d'isolation, des gens qui vont commencer par des exercices polyarticulaires. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux façons de faire. Et encore une fois, ça dépend de l'athlète, ça dépend de la manière de faire du coach, etc. Les deux sont valables. Mais si vous avez un exercice polyarticulaire en fin de séance, ce que je trouve un peu pas sans intérêt, mais en fait vous avez tellement plus d'énergie en fin de séance que enchaîner un hip thrust ou un RDL en fin de séance, bonne chance, vraiment, parce que vous pourrez pas suffisamment charger pour avoir enfin en tout cas vous serez tellement fatigué que vous risquez en fait de vous brider de manière inconsciente. Mais revenons-en à nos moutons. La position dans la séance, forcément, à la fin d'une séance, on n'a plus l'énergie, le système nerveux commence à être un peu raplapla. Donc généralement, ce sera plus intéressant de privilégier un intervalle de répétition plus bas, plus haut, pardon. Donc privilégier des répétitions au-dessus de 8, 9, 10, donc des répétitions un peu plus hautes. Encore une fois, ça a le même potentiel d'hypertrophie que les autres. Mais à la fois on limitera la charge, donc on sera plus limité par la congestion que par notre force, entre guillemets, même si on n'a pas envie d'être limité par la congestion. À la fin d'une séance, encore une fois, ça dépend comment le coach gère le truc, mais moi, jamais de la vie, je programmerai un polyarticulaire en fin de séance, en bodybuilding en tout cas, parce que en FA, c'est différent. Mais c'est en tout cas de mon sens, c'est pas la meilleure chose à faire. Et justement, il faut adapter le rep range en fonction de ça. Si vous voulez en programmer un, vous pouvez. C'est pas non plus interdit. Juste pas forcément le plus optimal. Mais du coup, privilégier un nombre de répétitions un peu plus haut, ou alors un nombre de répétitions un peu plus bas, mais un RIR plus haut, même si déjà que la plupart des athlètes ont du mal à estimer un RPE, un RIR 0, donc à l'échec, et si vous leur demandez de faire un RIR 1, 2, 3, 4, peu importe,
et qu'au final, l'athlète, il sait même pas estimer s'il est à 8 répétitions ou à 3 répétitions de l'échec. Pas de prise de tête, surtout qu'à la fin d'une séance, l'athlète a beaucoup de mal à réfléchir. Donc il faut aller au plus simple. Le but c'est dans la simplicité aussi. Donc pour conclure, parce qu'on a quand même pas mal fait le tour, c'est censé être un micro-podcast, mais ça fait déjà 15-20 minutes que je parle. Pour conclure, choisissez un nombre de répétitions sur lequel qui correspond à votre exercice. Donc, si votre exercice est stable, si votre exercice demande une mise en place, si votre exercice demande un setup spécial, et si vous avez des difficultés à vous mettre sur l'exercice, choisissez un exercice en fonction de est-ce que vous aimez un nombre de répétitions, est-ce que vous aimez vous entraîner dans ce nombre de répétitions-là, est-ce que c'est un exercice d'isolation, est-ce que c'est un exercice polyarticulaire, comme je l'ai dit, ça impacte forcément parce que ça impacte directement la charge utilisée, donc ça impacte également le nombre de répétitions qui vont être utilisées sur ça aussi. Donc ça, c'est toutes des choses à prendre en compte. Donc je pense qu'on a pas mal fait le tour. On rappelle qu'on a vous bénéficiez de 10% sur NutriPure en utilisant notre code Kiritsu, donc KIRITSU. Donc 10% sur votre première commande, donc pour avoir les meilleurs compléments du game, comme on dit. Et nous proposons également donc des suivis personnalisés afin de vous emmener au plus haut niveau, ou tout simplement de relancer votre progression et d'obtenir les plus grosses barres possibles ou de devenir le plus balèze possible. Ça, c'est comme vous voulez. Donc pour ça, il suffit de nous contacter directement sur Instagram @Kiritsustrengths ou l'un de nous, donc Nathan ou moi également, ou directement nous contacter sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche et je vous fais des bisous.